Et bonsoir, coucou ici. Hop, on est le 30 juin et je suis contente de vous retrouver ici pour le direct que j'avais annoncé début de semaine, mardi je crois. Ouais, c'est un peu, ça fuse, pour parler de l'arrêt du tabac. Alors je crois que j'avais dit qu'on allait parler un petit peu de qu'est-ce qui peut bloquer dans l'arrêt du tabac et surtout sur la notion d'arrêt du tabac durable dans le temps. Parce que c'est ça quand même l'objectif. Je pense pas que la majorité des fumeurs, voilà, quand vous avez envie d'arrêter, vous vous dites ah bah je vais arrêter juste pour un mois et après je reprends. Sauf peut-être madame qui est enceinte et qui veut reprendre ensuite. Voilà. On va attendre peut-être un tout petit peu, laisser le temps aux uns aux autres d'arriver si c'est ainsi que ça doit se faire sous ce format. N'hésitez pas, voilà, en tout cas, à me dire si vous êtes fumeur ou pas, si vous vous sentez concerné par cette problématique, voilà, de l'arrêt du tabac durable, si vous avez déjà fait des arrêts du tabac, des tentatives, est-ce que ça a marché, pas marché, est-ce que vous avez essayé, voilà, que ce soit en direct là maintenant dans les commentaires ou bien après, hein, après le direct, je me ferai un plaisir de vous répondre aussi. Voilà. Donc en attendant, du coup, je vais aussi me présenter. Donc je m'appelle Delphine. Je suis à la base hypnothérapeute, donc c'est avec l'hypnose que j'ai commencé à accompagner les arrêts du tabac. Et puis de fil en aiguille, j'ai ajouté d'autres outils à ma boîte à outils. Ce qui fait que maintenant, s'il fallait tous les lister, ce serait trop long, j'aime pas. Donc je préfère vous dire que voilà, je facilite le soi et les émotions. Donc la reconnexion à qui on est vraiment, au fond, en-delà des conditionnements familiaux, sociétaux et des croyances qu'on peut avoir sur nous et sur le monde. Et puis la réconciliation avec nos émotions. Puis on va en parler des émotions ce soir, donc ça tombe bien. Alors, donc concernant l'arrêt du tabac, il y a le téléphone qui se sauve. Je vous replace. Et voilà. Concernant l'arrêt du tabac, donc quand j'ai commencé à accompagner mes premières consultantes dans l'arrêt du tabac, je me suis rendu compte que les protocoles que j'avais appris en hypnose, c'était juste mais pas suffisant en fait. Et qu'il y avait beaucoup d'autres choses finalement qui se cachaient derrière le simple fait que ce soit une habitude. Pourquoi en fait on commence à fumer? Ça, je pense que tout le monde a une petite idée au départ. Ah tiens, moi j'ai voulu commencer à fumer pour faire comme les copains, comme les copines, toute une génération comme ça. Et puis non, moi j'ai commencé à fumer, ou en tout cas à fumer régulièrement parce que ça me déstressait. Puis des fois aussi pour des raisons un peu plus du genre, j'avais envie de m'affirmer par rapport à mes parents, voire carrément les envoyer un peu bouler. Hein, c'était une manière aussi, par moment. On a conscience ou pas. Donc je me suis rendu compte que dans les personnes que j'accompagnais, outre le fait que l'arrêt du tabac, ça concerne beaucoup plus que juste changer des habitudes, ce qui se passait, c'est que y avait pas mal de monde en fait qui reprenait. Et en discutant avec des collègues, en discutant avec d'autres accompagnants sur l'arrêt du tabac, je me suis rendu compte que c'était le cas de beaucoup de monde en fait. Je commence à me questionner, je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Même les consultants avec lesquels j'échangeais, mais pourquoi est-ce que je suis sortie de votre séance, là ça allait super bien, j'avais plus envie de fumer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, super, puis paf, ça a repris, j'ai pas compris. Ok, c'est intéressant, paf, ça a compris. Le paf, c'est quoi? Il s'est passé quoi? C'est quoi en fait qui a redéclenché la reprise finalement du tabac? Parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre. Si vous avez déjà arrêté de fumer et que vous savez ce qui vous a fait reprendre le tabac, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, à partager autour de ça. Le fait que vous en parliez, le fait que vous le verbalisiez, c'est super intéressant parce que ça peut permettre à d'autres personnes aussi de prendre conscience, de dire « Ah, attends, ça se trouve, moi aussi j'ai repris pour ça. Moi aussi, il y a ce mécanisme qui se cache sous mon addiction au tabac. » Alors du coup, concernant l'arrêt du tabac, moi j'aime bien travailler en utilisant une méthode en 5 étapes. Puis c'est un peu ces 5 étapes que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui.
Donc 5 étapes pour un arrêt durable. Vous n'aurez pas besoin de ces 5 étapes si vous décidez d'arrêter, j'ai envie de dire, avec juste l'objectif d'arrêter. Et puis que si un jour vous reprenez, tant pis. À ce moment-là, ces 5 étapes, c'est peut-être pas la peine de creuser aussi loin. Par contre, si vous êtes sûr que le tabac, c'est plus pour vous, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, hop, et ça retombe. C'est renversant, visiblement, comme sujet. Si vous êtes dans cette configuration-là, et bien simplement, il va falloir se poser quelques questions un peu plus en profondeur. La première étape, en mon sens, pour arrêter de fumer durablement, voire définitivement, mais je préfère parler de durablement, ça va être de choisir le bon moment. L'arrêt du tabac, en général, ça ne nous vient pas comme ça. Il peut y avoir plein d'autres facteurs autour, plein d'autres choses qui se passent qui font que ah ouais non mais là j'en ai marre, faut que j'arrête de fumer. Souvent il y a quand même des déclencheurs autour. Ces déclencheurs, ça peut être des déclencheurs positifs, comme par exemple, voilà, imaginons quelqu'un qui faisait, un fumeur qui faisait du tennis avant, quand il était plus jeune, qui avait un super niveau de tennis, qui s'éclatait à faire du tennis, le tennis c'était vraiment sa passion. Et qui a constaté qu'avec la cigarette, ses performances, elles étaient amoindries, mais bon, pas grave, avec tout le temps passé finalement au travail, dans la vie de famille, tout ça, le tennis ayant été mis un peu de côté, c'est pas grave si les performances se diminuent. Puis du jour où il y a plus de temps, où l'envie de reprendre le tennis, et de voir que ah ouais, mais en fait je peux plus faire ce que je faisais avant, ça peut être une motivation, voilà, une des motivations positives, un des déclencheurs positifs qui font que on en arrive à vouloir arrêter de fumer. Auquel cas, ça c'est plutôt cool, on est assez sûr que ça va être le bon moment et à ce moment-là, faut foncer. Et puis parfois, il va y avoir des moments de vie où il y a plein de choses qui se passent un peu de travers, où il y a plein de contrariétés, il y a plein de choses qui se passent en même temps et où on prend conscience qu'il y a besoin de mettre en place plein de changements. Ça peut être changer de travail, ça peut être parfois quitter une relation, quitter un lieu de vie. Ça peut être au contraire démarrer autre chose. Et en fait, dans ces moments-là, ça peut être aussi à l'occasion du deuil d'un proche, ce genre de choses. Dans ces moments-là, il va falloir se poser plus de questions dans la démarche d'arrêt du tabac. Parce qu'en fait, le tabac, c'est quelque chose qu'on utilise pour endormir quelque part les émotions négatives, le stress, l'anxiété, les préoccupations mentales, les choses qui tournent un petit peu en boucle. Et pour trouver de l'apaisement. C'est souvent ça qui se cache en surface, en tout cas, derrière la consommation de cigarettes. Et du coup, si vous vivez une situation qui déjà de base est super stressante, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi d'arrêter ? Est-ce que là, je vais avoir toutes les ressources pour moi de disponibles pour arrêter ? Parce que quand c'est une addiction et qu'en plus ça fait un moment qu'on fume, d'autant plus si ça fait longtemps et si on fume des quantités importantes, si on fume un paquet par jour ou plus, là tout de suite on sait que potentiellement l'arrêt du tabac va générer de l'inconfort. On est sur une addiction, donc il va y avoir une notion de sevrage. Donc, est-ce que je vais avoir l'énergie ? Est-ce que je vais avoir la disponibilité à moi-même ? Est-ce que je vais avoir les ressources intérieures, mais aussi autour de moi, de soutien, pour pouvoir gérer, de me rajouter de la frustration, de me rajouter un inconfort éventuel, plus ou moins important selon les personnes, et selon la place que prend la cigarette pour chacun, à ce moment de vie où finalement il y a d'autres choses aussi que j'ai besoin de régler. Voilà. Donc là, en fait, c'est une question de priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'arrêt du tabac, mais il y a une question peut-être de priorité à se poser. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à régler avant pour être dans de meilleures dispositions pour cet arrêt du tabac ensuite ? Pour mettre plus de chance de notre côté. Ça, c'est déjà une première question pertinente en fait à se poser et fondamentale. Dans les personnes que j'ai accompagnées dans l'arrêt du tabac, il y en a peut-être un tiers où dès la première séance on a stoppé parce qu'on a posé cette question et ouais mais non en fait j'ai peut-être d'autres choses à régler en priorité avant. Et donc soit on est parti sur accompagner ces choses en priorité, soit la personne les a réglées d'une autre manière, mais en tout cas cette prise de conscience va éviter d'autres formes de frustration. Si vous avez déjà tenté d'arrêter de fumer, vous avez pu constater que c'est frustrant de reprendre. Et puis ça peut aussi malheureusement diminuer l'estime de soi.
Ça, c'est pas cool. Parce que plus on diminue l'estime de soi, plus on renforce le fait qu'on n'est pas capable. Et plus c'est compliqué. Donc si on peut s'éviter en fait un maximum de se compliquer la tâche en se mettant dans des dispositions déjà compliquées et difficiles pour cette démarche, c'est cool. Pourquoi ? Arrêter de fumer, ça paraît carrément anodin, hein, comme ça pour plein de gens, et notamment pour les non-fumeurs, hein, ou les personnes qui n'ont jamais fumé, qui peuvent se dire ouais c'est juste une habitude à stopper, ou même soi, hein, quand on n'a encore jamais arrêté de fumer et qu'on se dit de toute façon j'arrête quand je veux. Sauf que la cigarette, qu'on le veuille ou non, elle a une place importante dans notre vie quand on est fumeur, elle n'est pas là pour rien. Ça on va le voir après. On ne se met jamais à fumer pour des raisons anodines, ou alors on arrête rapidement et facilement. Ça c'est vraiment le constat. Et par rapport du coup, excusez-moi, il y a des petites énergies qui passent là. Par rapport à cette banalisation finalement de l'arrêt du tabac, derrière du coup ça masque que arrêter de fumer c'est carrément un changement de vie. C'est un changement de vie dans quelle dimension ? C'est un changement de vie tout simplement parce que c'est déjà une prise de conscience qu'on est dans un schéma d'autodestruction par rapport à son corps, et c'est déjà une volonté d'améliorer finalement ses conditions de vie, sa relation à son corps, et quelque part une volonté de vouloir vivre des choses plus positives aussi, hein, puisqu'on arrête de se détruire, c'est qu'on veut vivre quelque chose de plus positif. Même si au départ on se dit c'est que pour l'argent parce que la cigarette ça coûte cher, il y a aussi d'autres prises de conscience derrière qui se jouent. Et puis on se rend compte en creusant que oui ok l'arrêt de la cigarette, mais derrière la cigarette j'ai tout un équilibre de vie que j'ai construit sur ma façon de consommer du tabac. J'ai des habitudes que j'ai prises qui articulent ma journée. Et quand je les ai pas, d'ailleurs, ça peut être compliqué. Hein. La cigarette du matin, la première, souvent, voilà, on me dit que c'est la plus difficile à arrêter. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, quand on prend conscience de tout ça, on prend aussi conscience de l'importance de choisir le bon moment et on va pouvoir commencer à se poser les bonnes questions. Et on va pouvoir commencer aussi à éviter de tomber dans les pièges dans lesquels on tombe la plupart du temps quand on veut arrêter de fumer. Dans cette notion justement de choisir le bon moment, le premier piège dans lequel on peut tomber, c'est repousser sans cesse le moment pour arrêter. C'est intéressant hein, parce que d'un côté je vous dis qu'il faut choisir le bon moment, et que si c'est pas le bon moment, il y a des questions à se poser, c'est peut-être pas la priorité et il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Et en même temps, je vous dis, arrêtez sans cesse de repousser l'arrêt, enfin le moment de l'arrêt. Pourquoi ? Quand l'humain s'apprête à faire un grand changement dans sa vie, et l'arrêt du tabac, encore une fois, c'est un grand changement. Je passe d'un paradigme d'autodestruction et de consommer quelque chose qui me tue et qui tue mon corps, à je me réautorise à vivre finalement une vie sans m'empoisonner. C'est un grand changement de vie, en tout cas au niveau inconscient. Chaque fois qu'on nous, les humains, on doit faire un grand changement de vie, qu'on doit sauter un pas important, il est normal qu'on ait des peurs qui remontent, il est normal qu'on ait des résistances qui remontent. Vous savez, c'est cet effet de « j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort ». Et du coup, on peut avoir tendance à procrastiner et à repousser. Ça, c'est un des pièges. C'est un des pièges parce que le bon moment pour arrêter de fumer, si c'est important effectivement d'y prêter attention, il faut aussi avoir conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de ce bon moment. C'est un choix aussi, de dire c'est le moment, maintenant, j'arrête. Et c'est un choix en conscience. C'est pour ça qu'il y a cette question de prendre en compte tout votre environnement global pour prendre ce choix en conscience en ayant tous les paramètres en tête. Mais c'est vous hein, qui allez mettre en place le changement. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le fait de c'est vous En tant qu'hypnothérapeute, j'ai rencontré plusieurs personnes, même je dirais une bonne moitié, hein, des fumeurs qui sont venus me voir pour arrêter de fumer jusqu'à maintenant, qui attendaient que moi, je déclenche l'envie d'arrêter de fumer chez eux, ou bien que je leur passe l'envie d'arrêter de fumer. Or, et ça je le répéterai jamais assez, un hypnothérapeute, un professionnel, un psychologue, un médecin, peu importe, n'est qu'un facilitateur. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de mettre
en lumière vos blocages, de mettre en lumière vos résistances, va pouvoir aller vous aider à modifier les programmes éventuels dans votre inconscient qui maintiennent finalement l'accroche à la cigarette. Et ça, on va voir un peu qu'est-ce que ça peut être ces accroches. Mais par contre, c'est vous qui allez arrêter. C'est vous qui allez mettre des actes ensuite sur cet arrêt. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre séance, c'est vous qui allez décider de vous séparer éventuellement de vos paquets de cigarettes restantes. C'est vous qui allez décider et qui allez acter de ne pas racheter du tabac après la séance. S'il y a un manque qui se présente, c'est de votre responsabilité de dire, eh bien là, ok, je ressens un manque, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'abandonne ma démarche, je vais recommencer à fumer ? Est-ce que j'essaye de gérer ça autrement ? Voilà, c'est vous qui allez gérer l'après. L'effet baguette magique, j'en suis navrée, il n'existe pas. Hein. La seule baguette magique qui existe, c'est vous-même et c'est vos prises de conscience et les décisions que vous allez prendre. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément insurmontable et inconfortable. Le deuxième piège, j'en ai un peu parlé déjà au début quand j'ai parlé de choisir le bon moment, c'est de tenter un arrêt du tabac dans une période de vulnérabilité. Quand on veut arrêter dans une période de vulnérabilité, je pense notamment par exemple une séparation, un licenciement, le décès d'un proche, voilà, quelque chose qui nous affecte profondément et où on a tendance à se reposer sur la cigarette pour justement apaiser le stress, apaiser les émotions difficiles. Là, ça va être compliqué. Votre inconscient, lui, il s'accroche à la cigarette pour gérer ça, et donc il va vous créer des autosabotages, finalement, pour que vous n'arriviez pas au bout de cette démarche. Donc, la période de vulnérabilité à voir, à prendre en compte, et à mettre dans la balance pour peser le pour et le contre de si c'est le bon moment ou pas. Le troisième piège, et ça, alors je pense notamment à ces messieurs, c'est souvent des hommes que j'ai vu me solliciter avec ce piège à la main, littéralement, autour de la main, c'est le fait de vouloir arrêter pour faire plaisir. On vit dans un monde où il y a de moins en moins de fumeurs. Il y a plein de lieux où maintenant on n'a plus le droit de fumer, alors que dans les lieux publics avant c'était possible. Voilà. Petit à petit, les libertés du fumeur se sont réduites et continuent de se réduire, hein, y compris par l'augmentation du prix, etc., de la cigarette. Et donc comme il y a de plus en plus de personnes qui sont non-fumeurs, il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont dérangées par la cigarette et par la présence potentielle des comportements tabagiques des personnes autour d'eux. Et donc, on va avoir des proches, peut-être des collègues de travail, des membres de la famille, le mari, la femme, souvent c'est la femme, qui peuvent insister auprès de vous pour dire non mais là maintenant faut que t'arrêtes quoi, moi j'en peux plus, vivre avec un cendrier vivant j'en ai marre, et j'en ai marre que ça sente le tabac dans la maison, que ça sente le tabac dans la voiture, etc. etc. Et parfois on en a tellement marre que on va se dire ok, je vais aller voir quelqu'un pour arrêter parce que là j'en ai marre, ou je vais arrêter parce que j'en ai marre. Mais au fond c'est pas pour soi qu'on le fait. On n'arrête pas de fumer pour arrêter de fumer, on arrête de fumer pour que l'autre arrête de nous prendre la tête. Donc ça c'est un piège, ça ne marche pas. Dans la plupart des cas ça ne marche pas, ou bien il va y avoir une reprise tôt ou tard de la cigarette, en général plutôt tôt que tard d'ailleurs. Parce que la personne n'est pas convaincue fondamentalement qu'elle a besoin d'arrêter de fumer. Elle le fait pour avoir une certaine tranquillité relationnelle. Donc l'inconscient, lui, il dit non, la cigarette c'est encore utile, on garde. Et enfin, le quatrième piège, je vous en ai parlé, c'est l'attente de l'effet baguette magique. Hein. C'est toujours le côté, je remets finalement la responsabilité à l'autre, à un professionnel, de résoudre pour moi mon problème avec le tabac. Et puis si ça marche pas, j'ai essayé, et puis en fait, c'est le professionnel qui n'est pas compétent, et puis j'ai pas réussi, et point. C'est un peu plus compliqué que ça. Le professionnel a bien sûr sa part de responsabilité dans l'accompagnement qu'il vous propose, et d'ailleurs dans l'information sur tout ce que vous avez besoin de savoir pour que ça se passe au mieux pour vous avant la séance, pendant les séances et après aussi. Mais après, il y a votre responsabilité des choix que vous prenez du quotidien. Voilà, ça c'est un peu la première étape, c'est se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'arrêter de fumer? Est-ce qu'au plus profond de moi, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer? L'arrêt du tabac, c'est un travail de long cours, et en fait, on s'en rend pas forcément compte, parce que
Il y a des personnes dans notre entourage qui vont nous dire « Ah ben moi j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain ». C'est vrai qu'entre le moment où elles ont pris la décision d'arrêter de fumer et le moment où elles ont réussi à arrêter de fumer, il s'est passé très peu de temps. Et ça donne en tout cas l'impression d'avoir été instantané. À partir du moment où ces personnes ont déclaré la décision et où elles l'ont pris de manière consciente. Sauf qu'avant de conscientiser cette décision et de pouvoir la verbaliser, ce qui ne se voit pas, c'est un travail de l'inconscient pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour faire le deuil de la relation à la cigarette. Parce que finalement, arrêter de fumer, c'est faire un deuil. Et c'est faire le deuil d'une relation. Alors ça peut paraître bizarre d'avoir une relation à un objet, mais pour l'inconscient, c'est construit de cette manière-là. Donc, il y a cette notion-là. Et une fois qu'on comprend ça, ça démystifie finalement ces arrêts miracles. Donc ça va être important de vous laisser aussi potentiellement le temps et d'intégrer aussi, de ne pas avoir une attente sur le temps. C'est-à-dire que chacun va à son rythme. Il y a des personnes qui savent qu'elles peuvent arrêter, là tout de suite elles peuvent couper. Il y a d'autres personnes qui vont devoir y aller de manière plus progressive. Et ce qui va être important, c'est de respecter ce qui est là pour vous et ce que vous ressentez juste pour vous. Donc ça, un professionnel, un accompagnant pourra vous aider là-dessus aussi à faire la part des choses, peut-être si c'est compliqué dans votre côté. La deuxième étape, une fois que ça y est, vous êtes sûr, c'est le bon moment pour vous d'arrêter de fumer, ça va être tout simplement de remonter à l'origine. Ça peut paraître bête, mais c'est important de revenir à cette origine. Pourquoi j'ai commencé à fumer ? Souvent, ça va être pour des questions sociales. C'est dans mon groupe, les autres fumaient. J'ai eu envie de fumer pour rester finalement quelque part inclus dans le groupe. Peut-être non pas qu'ils allaient exclure la personne, mais en tout cas, c'est par sentiment d'appartenance que ça a pu débuter. Ça a pu débuter par curiosité. Tiens, je suis curieux, qu'est-ce que je ressentirais si je fumais une cigarette ? Ça me ferait quoi ? Donc ça peut être ça. Et puis après, il y a la question de pourquoi est-ce qu'on a continué à fumer ? Et c'est dans ces deux questions que vont se trouver les accroches inconscientes autour de la cigarette et que vont se trouver toutes les fondations de la relation qu'on a construite avec la cigarette. C'est là où on va retrouver finalement les résistances et c'est quand on ne vient pas visiter ça qu'on va avoir des rechutes. Notre inconscient, qui est celui qui va gérer justement cette appétence aussi pour la cigarette, qui va dire « Hey, là j'ai envie d'une cigarette », s'il a encore ses accroches, il n'y a pas moyen en fait d'arrêter. Il va dire non, non, moi j'en ai encore besoin. Donc l'idée c'est d'aller visiter ça. Alors, je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure de la personne qui jouait du tennis. Imaginons qu'on remonte le fil de cette personne, son fil de vie, et on découvre que sa première cigarette c'était pour faire comme les copains. Ok, super, jusque-là, ok, c'est clair. On voit ce qui s'est passé. Et puis, imaginons, il est rentré chez lui et il s'est pris un beau savon par ses parents sur le fait qu'il n'avait pas à fumer, et notamment par son père. Et puis, il était en conflit avec son père. Son inconscient a pu dire, ok, la cigarette, c'est une manière pour moi de protester vis-à-vis de mon père, de me mettre en opposition vis-à-vis de mon père, et quelque part à la fois affirmer mon indépendance vis-à-vis de son autorité, et à la fois peut-être essayer de le provoquer, de le contrarier. C'est pas forcément conscient, c'est une des raisons possibles, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc notre tennisman, il veut reprendre le tennis, il est content, il veut arrêter de fumer. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Il arrête de fumer. Il est plutôt content, ça a été pas trop difficile. Et quelques temps après, son père décède. 6 mois après, le père décède. Et là, d'un seul coup, il se remet à fumer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien là, c'est l'inconscient qui a fait le lien avec le papa. Et en fonction de comment se passe le deuil avec le papa, il a pu réappuyer sur le bouton activation de la cigarette pour réactiver finalement une partie aussi de la relation au père. Puisque la cigarette, la relation à la cigarette, sa construction s'est confondue avec la relation au papa. Donc là, si on ne vient pas voir ce qui se passe dans la relation au père et voir ce qui se passe dans la relation, dans l'avancée du deuil aussi, du départ du papa, on peut avoir une reprise du tabac et on peut avoir de grandes difficultés pour arrêter. Voilà, c'est un exemple, il y en a tout plein, d'où l'intérêt de cette étape de remonter à l'origine.
Alors ça, vous pouvez le faire avec un professionnel, mais vous pouvez aussi le faire tout seul si vous avez un petit peu l'habitude de vous observer au niveau émotionnel, au niveau comportemental. Si vous y arrivez pas, il y a toujours des gens pour vous accompagner. La troisième étape, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez choisi le bon moment et que vous avez compris les tenants et les aboutissants de votre relation à la cigarette, eh bien vous allez pouvoir passer à la troisième étape qui est changer les habitudes et pas avant. Si on y va avant, eh ben, on n'a pas en fait retiré les racines quelque part du mal et donc fatalement on va à un moment trébucher. À un moment, la vie va nous présenter un événement qui va nous reconfronter à ce qui nous avait déclenché dans le fait de fumer, soit de commencer, soit de continuer. Avant de venir sur cette étape 3, changer les habitudes, j'ai envie de parler aussi un petit peu du cas particulier de l'autodestruction dans les raisons de l'inconscient. Ça peut être par rapport à une relation à quelqu'un, mais ça peut aussi être par rapport à une relation, à un événement, ses origines, un accident, quelque chose de traumatique. Et ça peut aussi être une loyauté familiale. Ma mère fumait, j'étais très proche de ma mère, et au décès de ma mère, je me suis mise à fumer. Ça, je l'entends souvent. Mais il y a aussi un mécanisme un peu moins visible et plus difficile à identifier, surtout chez soi, parce que ça demande une grande remise en question, j'ai envie de dire. Pour quelques personnes, la cigarette est un moyen d'autodestruction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des croyances ou des mémoires qui sont présentes qui disent que je ne mérite pas de vivre, ou bien une culpabilité qui est sous-jacente, qui est masquée, que l'inconscient cache un petit peu par rapport à des événements. Et la cigarette, l'autodestruction du corps par la consommation de cigarettes va être quelque chose qui va avoir pour but inconsciemment soit de mettre fin à ses jours de manière silencieuse et programmée et lente mais programmée, soit d'être dans quelque part la rédemption par rapport à une forme de culpabilité, c'est-à-dire je me punis, je m'auto-punis par mon autodestruction de cette culpabilité que je porte. Donc là, dans ces cas-là, il va être important vraiment de se faire justement accompagner, d'aller faire un travail en profondeur sur les souffrances qui se cachent là-dessous, parce que c'est pas généralement c'est pas des petits traumatismes, des petites souffrances qu'il y a là-dessous. Et il n'y a que en visitant ça qu'on va pouvoir se défaire de la cigarette. C'est pas la majorité des cas, loin de là. Mais voilà, j'avais envie d'en parler avec vous parce que peut-être que ça va vous faire penser à quelqu'un. Voilà, dans votre entourage. Auquel cas, confronter cette personne en frontal ne fonctionnera pas du tout. D'ailleurs, confronter un fumeur en frontal, si vous regardez ce live parce que vous vous inquiétez pour quelqu'un dans votre entourage, c'est jamais une bonne idée. Vous allez juste le braquer et repousser finalement peut-être son envie d'arrêter, qui doit venir vraiment de lui et pour lui. Voilà, ceci étant dit, changer les habitudes, étape numéro 3. Là, changer les habitudes, on ne parle pas uniquement d'arrêter de fumer. On ne parle pas uniquement de supprimer des cigarettes. On va parler de mettre en place des mécanismes de compensation sains. Parce que une peur fréquente, et notamment chez les femmes quand on arrête de fumer, c'est de prendre du poids. C'est pas la cigarette en elle-même, et c'est pas l'arrêt de la cigarette en lui-même, par exemple, qui fait prendre du poids. C'est les compensations malsaines, conscientes ou inconscientes, qu'on va avoir. Par exemple, je vais compenser par un petit carreau de chocolat, ou bien je vais avoir une appétence accrue pour le sucre. Ça, c'est normal, en fait, de ressentir ça, parce que la cigarette vient activer les mécanismes de récompense au niveau du cerveau, tout comme le sucre. Et tout comme le sucre, c'est immédiat. Vous prenez votre taf sur votre cigarette et au niveau nerveux, ça redescend aussitôt. Le sucre, c'est pareil. Vous le prenez et la réaction chimique dans le cerveau, la libération des hormones et en lien avec les mécanismes de récompense, elle est immédiate. Donc, votre inconscient, il va automatiquement chercher une compensation facile. La cigarette étant un moyen d'apaisement facile. Donc là, ça va être effectivement prendre conscience de ça pour pouvoir déjouer ça. Donc dans les habitudes, ça va être comment est-ce que je prends conscience d'à quel moment j'ai besoin d'une cigarette. Donc déjà, quelles sont les cigarettes que je prends dans la journée, les lister, c'est une première étape. À quel moment je les prends, avec quoi, parce qu'une cigarette est toujours associée à quelque chose. Elle est jamais, elle arrive jamais toute seule. C'est la cigarette du lever avec le café, parfois avec les toilettes. Le fameux combo des 3C que certains fumeurs d'ailleurs
ont conscience de vivre et que ça peut être frustrant d'ailleurs, ou bien que ce soit aussi affirmé. Ça peut être pour faire une pause au travail, c'est mon moment, ma bulle, mon espace, où je peux sortir de mon bureau. Ça peut être pour marquer un temps entre 2 activités. Donc par exemple, entre la sortie du travail et rentrer chez soi. Donc à chaque fois, c'est associé à un moment particulier, et ce moment particulier est associé à un besoin. Le besoin de me réveiller, de ressentir mon corps, d'apaiser mes émotions, parce qu'à ce moment de la journée, je suis en stress, de couper, le besoin de prendre un moment pour moi. Voilà. Identifiez vos cigarettes, identifiez le besoin qu'il y a derrière. Ça va être la première étape, la première phase de cette étape de changement des habitudes. Une fois que ça c'est fait, que le besoin est identifié, vous allez pouvoir justement vous questionner sur ok, là mon besoin en dessous c'est ça, par exemple. Quand je sors du travail, j'ai besoin d'un moment pour moi. Et donc, par exemple, ça se matérialise par une cigarette. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un moment pour moi qui ne soit pas la cigarette et qui permette de répondre à mon besoin? Donc, il va y avoir un travail de réflexion à ce niveau-là, à se poser pour chaque cigarette. Voir quelles sont les cigarettes. Des fois, il y a des cigarettes de confort qu'on peut supprimer directement. Mais chaque cigarette rattachée à un besoin, identifier le besoin et trouver un autre moyen sain de combler le besoin. Ça, c'est une première chose. Donc, identifier sa routine en termes de cigarettes pour pouvoir la modifier. Tant que vous allez répondre à vos besoins auxquels répondait la cigarette auparavant, en fait, vous allez atténuer énormément la sensation de manque. Parce que votre corps et votre inconscient n'auront pas besoin de compenser quelque part, puisque vous écoutez le message qui est « j'ai besoin de quelque chose », quoi que ce soit. Ensuite, par rapport aux habitudes, ça c'est des habitudes liées vraiment à la cigarette. Mais pour un arrêt durable, il va vraiment falloir aller plus loin que ça. C'est-à-dire, il va falloir remettre une hygiène de vie de manière générale qui soit équilibrée. Équilibrée au niveau de l'alimentation, pour pas céder, les fringales, le sucre, pour pas aller dans cette direction-là. Parce qu'un corps aussi qui est nourri sainement, c'est un corps qui va avoir plus d'énergie, et c'est un corps qui va aussi moins demander de compensation toxique. Donc c'est vraiment... l'idée, c'est de ne pas glisser du tabac à une autre compensation toxique, que ce soit le sucre, plus rarement l'alcool. En général, on dégraisse, on ne va pas en crescendo, mais ça peut arriver. Le café. Le café, c'est fréquent. Je vais vouloir remplacer ma cigarette par un café. Ben non. Si vous commencez à boire une cafetière par jour, là où avant vous fumiez un paquet de cigarettes par jour, vous remplacez une addiction par une autre. Donc en fait, vous êtes toujours dans le même cercle. Et le jour où il y aura un incident en lien avec la raison pour laquelle vous avez commencé à fumer, c'est la cigarette qui va revenir. Donc ça, c'est vraiment important de l'identifier. Donc, je change ma routine en prenant en compte mes besoins. Pourquoi je fume cette cigarette? Comment je peux répondre à mon besoin autrement que par cette cigarette? Je m'alimente sainement pour que mon corps aussi puisse se régénérer, parce que la cigarette, ça fait du dégât. Le corps a largement la capacité de récupérer beaucoup de choses, mais il faut l'aider aussi. Et le troisième pilier, j'ai envie de dire, dans le changement des habitudes, ça va être l'activité physique. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir des athlètes, il ne s'agit pas de tomber dans l'addiction au sport non plus, mais d'avoir une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que déjà, l'activité physique vient activer également les mécanismes de récompense au niveau du cerveau. Donc ça va permettre de compenser. Une dose que vous aviez par le tabac, vous allez pouvoir l'avoir par l'activité physique. C'est un moyen sain de compenser tant que ça reste modéré. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que comme votre corps est en mouvement, ça va vous occuper. J'entends souvent, je fume parce que je m'ennuie. Ok, comment je peux m'occuper? De quoi j'ai besoin en termes d'occupation? Est-ce que j'ai besoin d'une stimulation mentale? Est-ce que j'ai besoin d'une stimulation physique? Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose qui me nourrisse dans mon cœur à un niveau plus important, plus profond? Voilà, ça c'est des questions aussi qui se posent. Et donc cette activité physique va apporter ses facultés de récupération et elle va aussi apporter de la confiance en soi. C'est pas qu'une question de silhouette, ça peut aussi aider à la régulation à ce niveau-là, mais quand on est en mouvement, quand on fait des choses,
tout simplement, on se sent capable d'eux. Et tant qu'on se sent capable d'eux, le niveau d'estime de soi reste élevé et ça va aussi diminuer grandement les risques de rechute. Puisque il n'y aura pas besoin de céder à la facilité de la cigarette. Vous avez conscience que vous avez des ressources en vous pour gérer les situations autour de vous. En plus d'éliminer les tensions et le stress que vous pouvez rencontrer, que vous éliminiez auparavant par la cigarette. Ça, c'est important. Dans le changement des habitudes, si on veut arrêter vraiment sur le long terme, ces 3 piliers, l'alimentation, l'activité physique et prendre soin de ses besoins, cette routine-là, elle est hyper importante. Ça, c'est l'étape, entre guillemets, 3, qui va vous demander peut-être le plus d'investissement et le plus de discipline, j'ai envie de dire. Il ne s'agit pas d'être dur avec vous-même, il ne s'agit pas de vous culpabiliser si jamais à un moment il y a un petit craquage et qu'il y a une cigarette qui passe. Mais par contre, ça va vous demander, c'est là où vous allez être pleinement acteur et où vous allez avoir à faire preuve finalement de volonté. Voilà. Et c'est là où vous allez être aussi dans votre plein pouvoir par rapport à votre démarche. Et c'est cette étape-là aussi qui va vous permettre de prendre confiance, beaucoup plus confiance en vous. L'étape 4, non pas qu'elle vienne après, ça vient avec l'étape 3, mais je l'ai séparé chronologiquement parce qu'il finit pour plus de clarté. L'étape 4, ça va être de prendre soin de vous. Quand je parle de prendre soin de vous, c'est pas uniquement l'alimentation et l'activité physique, comme on l'a vu avant. Il y a aussi la dimension émotionnelle. Le tabac, c'est quelque chose qui vient vraiment nous supporter sur le plan nerveux et qui vient nous aider aussi, qu'on recherche quand on a besoin d'apaisement. Donc le tabac, quel effet il a sur nos émotions? Il vient diminuer le volume de nos émotions inconfortables, la tristesse, la peur, la colère, l'anxiété, voilà, tous les sentiments qui naissent de ces émotions-là, ça vient diminuer tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que ok, c'est cool, ça vient diminuer, on a un apaisement sur l'instant. Sauf qu'une émotion, elle a une fonction. On ressent des émotions parce que nos émotions sont nos guides, sont nos boussoles et nous permettent de nous orienter dans la vie, y compris les émotions inconfortables. La peur est liée à la survie, elle vient nous permettre de ne pas nous mettre en danger. La colère nous donne l'impulsion pour pouvoir sortir d'une situation qui ne nous convient pas, qui menace notre intégrité d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit physique ou mentale. La tristesse nous permet d'évacuer pour passer à autre chose. Donc quand on bloque ça, quand on bloque les messages des émotions et les processus des émotions, c'est comme une cocotte minute finalement dans laquelle on accumule les choses. On accumule tout. Ça disparaît pas. C'est une illusion en fait de se dire que le tabac, la cigarette fait disparaître ses émotions. Ce qui fait que quand on va vouloir arrêter de fumer, on va avoir non seulement cette cocotte minute qui est pleine et qui est sous pression et qui n'attend que ça de se vider, de tout ce qu'on a mis sous le tapis, de toutes les émotions dont on n'a pas pris soin auparavant, plus les émotions du présent à gérer. Donc là, si on est dans une situation de vulnérabilité, comme on disait au départ, c'est encore plus compliqué. Et on n'a pas forcément appris à gérer ses émotions. Donc là, ça va être important de rétablir un dialogue sain en fait avec ces émotions, de réapprendre à les accueillir, de réapprendre à leur fonctionnement et comment leur permettre un passage fluide. Donc ça, c'est toute une partie très très importante dans l'arrêt du tabac durable. Parce que c'est ça qui va faire qu'une fois que vos émotions seront bien réconciliées avec vous, plutôt que vous serez réconcilié avec vos émotions, parce qu'elles ne vous en veulent pas, eh bien, vous allez avoir tous les outils finalement pour ne plus avoir du tout besoin de la cigarette. Et là, vous savez que quoi que la vie vous présente, vous n'allez pas revenir à la cigarette parce que vous avez développé d'autres ressources. Vous avez compris pourquoi vous aviez commencé à fumer. Vous avez été gratter ce qui vous retenait, ce qui vous empêchait d'arrêter. Vous avez été vous en libérer. Vous avez modifié les habitudes qui vous maintenaient à la fois dans le tabagisme et à la fois vous avez pris conscience de vos réels besoins, vous y avez répondu, et vous avez réappris à dialoguer avec vos émotions. Et là, votre arrêt du tabac, il est définitif. Une fois que ça c'est fait, c'est définitif. Donc ça demande un peu de temps, mais c'est quelque chose en tout cas qui est faisable et qui est en mon sens souhaitable, si c'est ce que vous voulez pour du long terme. Après, c'est loin d'être insurmontable, encore une fois, ça paraît peut-être beaucoup comme ça. Mais les choses se font étape par étape et puis plein de monde y arrive.
Enfin, la cinquième étape, j'ai envie de vous dire, c'est la finale, c'est se récompenser. C'est important. Une proposition que je fais aux personnes que j'accompagne dans l'arrêt du tabac, que j'ai voilà, toujours eu à cœur de faire, que ce soit avec la méthode que j'utilise maintenant, où on voit ces 5 étapes et où on les traverse ensemble sur 5 semaines, ou bien que ce soit sur d'autres modalités pour l'arrêt du tabac, c'est ultra important de se récompenser. Comme je vous l'ai dit au départ, arrêter de fumer, c'est un véritable changement de vie. C'est prendre en compte son corps, c'est l'accepter un peu plus, c'est l'aimer un peu plus, c'est prendre davantage soin de soi, et c'est faire un pas vers soi, un pas conséquent en fait, parce que notre corps physique, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qu'on fait, c'est ce qui nous permet aussi d'être en vie, tout simplement. Donc c'est un pas vers la vie aussi. Et c'est important de récompenser vos efforts par rapport à ça, que ce soit au moment des différentes étapes, mais aussi après, et de vous faire vraiment plaisir. Alors moi j'aime bien proposer, c'est de vous constituer une tirelire, et puis tout l'argent que vous dépensez pas dans la cigarette à partir du moment où vous avez décidé d'arrêter de fumer, que vous arrêtiez en un coup, hein, parce que ça peut se faire d'un coup, hein, toutes les cigarettes d'un coup, ou bien que vous arrêtiez en commençant par diminuer le nombre de cigarettes sur celles qui vous est plus facile d'arrêter, pour ensuite faire une forme de sevrage et ensuite arrêter complètement, peu importe. L'idée, ça va être tout l'argent que vous allez pouvoir avoir économisé pendant cette période. Ben voilà, de mettre dans une tirelire spéciale, et une fois que vous avez arrêté, c'est bon, ça y est, vous savez que vous êtes réconcilié avec la cigarette et que vous avez pu lui dire au revoir définitivement, et ben c'est voilà, d'aller vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne vous seriez pas autorisé avant si vous aviez continué à fumer. Alors ça peut être une voiture, ça peut être un voyage, ça peut être vous réinscrire à un sport, prendre des cours de peinture, je sais pas, ça dépend vraiment de vous, de quelque chose qui vous fait vibrer, et que à la fois le tabac vous empêchez de faire parce que ça ruinait vos finances, et en même temps parce que ça vous prenait du temps. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir sur l'arrêt du tabac et sur la façon dont je le conçois et la méthode que je propose. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences sur l'arrêt du tabac. Est-ce que vous avez déjà arrêté une fois, plusieurs fois? Est-ce que vous avez réussi du premier coup ou pas? Qu'est-ce qui est venu vous gêner? Et puis, si vous avez des questions, pareil, commentaires, messages, vous savez où me trouver. Et je vous dis une belle soirée et à très bientôt. Ciao, ciao!